L'un des grands mystères issus des dernières recherches sur les ovnis nous est apparu non pas dans le ciel ni dans l'espace intersidéral, mais gentiment tapi dans le désert du Nevada. Qu'y a-t-il au-delà de cette frontière que le gouvernement des États-Unis tient à tout prix à garder secrète? Y a-t-il vraiment une base secrète cachée dans l'isolement du désert du Nevada où le gouvernement des États-Unis effectuerait des vols d'essai sur des ovnis capturés? Les photos satellites russes révèlent-elles la vérité alors que notre propre gouvernement nous empêche de la découvrir? Le récit incroyable de cet homme pourrait-il être vrai? A-t-il réellement travaillé sur des vaisseaux extraterrestres pour apprendre à les piloter? Le gouvernement des États-Unis collabore-t-il avec des extraterrestres dans un complexe top secret portant le nom de code Zone 51? Les anciennes cartes géologiques identifient cette étendue par la seule référence de Zone 51. Ce terme désigne une large étendue, principalement composée de l'ancien lit asséché d'un lac qui porte encore aujourd'hui le nom de Groom Lake. Ici, une base de recherche top secret est censée opérer jour et nuit, et même si le gouvernement persiste à laisser entendre qu'elle n'existe pas, des centaines de témoins oculaires et des dizaines de photographies aériennes attestent du contraire. Et si les rumeurs sont véridiques, cette installation abriterait l'un des secrets les plus extraordinaires et les mieux gardés de cette génération, voire de tous les temps. Le fait que ce complexe abrite des secrets d'État ne fait pas le moindre doute. Il suffit de consulter les cartes officielles émises par le gouvernement pour s'apercevoir que l'installation en question n'y existe même pas. Mais pourquoi donc cette base constitue-t-elle un tel secret? Serait-elle liée aux observations continues de vols d'ovnis dans la région? Quand l'affaire Lazare a fait la une, les passionnés d'ovnis ont déferlé sur le site. Ils sont arrivés dans leur 4x4 pour surveiller la base secrète. Dans une interview télévisée, Robert Lazar a soutenu avoir été employé de 1988 à 1989 dans une base encore plus secrète que celle de Groom Lake. J'allais au boulot en avion privé de l'aéroport McCarran de Las Vegas, directement à la zone 51. De là, un bus me conduisait vers une installation encore mieux gardée, située à une vingtaine de kilomètres au sud, la zone S4. S4 se situait au pied de la montagne de Papoose, aux abords de l'ancien lac de Papoose. La base est construite à même la montagne et les 9 portes de hangar s'inclinent à environ 60 degrés. Ces portes sont recouvertes d'une texture s'apparentant au sable pour mieux se fondre dans le paysage. D'après Bob Lazar, c'était dans cette base qu'il travaillait en tant que pilote d'essai sur des vaisseaux en forme de soucoupe, basés sur une technologie transmise à l'humanité par des êtres venus d'ailleurs. Autrement dit, je n'ai pas seulement lu les rapports et appris les théories de ces technologies, mais j'ai aussi assisté à leur démonstration et vérifié leur authenticité. Lazar a confié aux journalistes qu'il y avait plusieurs de ces soucoupes volantes en parfait état de marche à la base S4, mais que lui n'avait travaillé que sur l'une d'elles. En raison de ces lignes très épurées, je l'ai surnommé le modèle Sport. Il fait environ 5 mètres de haut et 12 mètres de diamètre. Dans la partie centrale de cette soucoupe sont situés le poste de commande et les sièges, tous deux trop petits et trop près du sol pour être destinés à des humains adultes. Selon Bob Lazar, le vaisseau serait équipé d'un réacteur anti-gravité, ou d'un réacteur de gravité, qui produit une vague de gravité. À l'intérieur de ce vaisseau, il n'y a pas de ceinture de sécurité, car une fois en marche, on a l'impression qu'il est toujours droit, et en état de gravité normale. Si l'on croit le récit de Bob Lazar, une telle conception n'appartiendrait pas au domaine de la fantaisie, mais serait une réalité, une preuve tangible que la Terre a été visitée par des êtres intelligents venus d'une autre planète. Est-ce que le gouvernement des États-Unis a pu avoir accès à une telle technologie et la garder secrète au détriment de l'opinion publique et des médias pendant plus de 50 ans ? Et s'il n'y a plus de secret, pourquoi le gouvernement prend-il des mesures aussi extraordinaires pour s'efforcer de maintenir cette base cachée? D'après les recherches menées par le Salt Lake Tribune en 1993, le secrétaire d'État à la défense aérienne, Sheila Widnall, aurait sollicité le contrôle de plus de 2000 hectares de terre du domaine public dans le désert du Nevada, dans le complexe du massif montagneux de Nellis. Le reporter Glenn Campbell a tenté plusieurs années de briser le mur du secret qui entoure la zone 51 et la base mystérieuse de Groom Lake.
La zone 51 est juste une petite partie de l'une des zones secrètes les plus connues de la base aérienne de Nellis. Au-delà, il reste de vastes étendues désertiques. Jusqu'au début des années 80, il était encore possible de se rendre à Groom Lake en voiture pour observer la base de loin. C'était une base secrète, mais c'était un secret connu de tous. Au milieu des années 80, l'armée a réquisitionné un massif montagneux tout entier, le massif de Groom. À partir de ce moment-là, la base a cessé d'exister. Il n'en restait plus la moindre trace sur les cartes officielles du gouvernement. Et depuis ce jour, il refuse de faire la moindre allusion à cette base. Qu'y a-t-il dans cette base qui justifierait l'application de mesures aussi strictes? N'y a-t-il personne en dehors de la base qui soit au courant de ce qui s'y passe? Il faut se rappeler que pendant de nombreuses années, les avions espions U-2 décollaient de la zone 51. Et c'était aussi le cas des Blackbird, du SR-71 et des chasseurs Stealth. Ces missions avaient lieu depuis des années avant que les médias en parlent. Mais le gouvernement serait-il prêt à déployer des moyens de défense meurtriers juste pour empêcher les gens d'observer des avions? Il y a 25 ans que j'étudie la zone 51. Des collègues aux quatre coins du monde m'envoient de l'information via notre site web, notre email ou autre. Nous disposons d'une mine de renseignements très intéressants, montrant non seulement qu'ils ont capturé et testé des ovnis, mais aussi qu'ils possèdent du matériel dont ils n'ont même pas encore découvert les fonctions. Il semble assez évident que ce site a été choisi en raison de son isolement. Et le fait qu'il fasse partie du champ de tir de missiles de la base de Nellis ne rend en rien le lieu plus hospitalier. Mais apparemment, ni l'isolement ni la peur des bombes ne suffisent à écarter les gens. Mais quelle autre mesure le gouvernement a-t-il donc pris pour protéger cette base fantôme des intrus? Qui menace la sécurité? Le citoyen moyen ou les fans d'OVNI? Ou craignent-ils l'intrusion d'espions? Et qui, au juste, aurait intérêt à protéger le secret le plus médiatisé au monde? Seriez-vous surpris d'apprendre que ce n'est pas du tout le gouvernement? Cela fait des années que des citoyens comme vous et moi se sont éloignés des sentiers battus, seuls ou en groupes entiers, en bus ou en camion pour voir la zone 51 de plus près, et ils ne voient en fait qu'un paysage ressemblant à une contrée du tiers-monde. Un véhicule d'intervention rapide ou un hélicoptère apparaît soudain au sommet d'une colline. Le message est on ne peut plus clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez, allons plus vite. Dégarpissez. Allez, circulez. Regagnez votre voiture et demi-tour. Allez. Mais vu l'étendue de ce complexe, il est humainement impossible de contrôler toutes les voies d'accès. Comment peuvent-ils être sûrs que personne ne leur file entre les doigts? On m'a dit qu'ils ont des missiles solaires dans le cas où des avions survoleraient la zone sans autorisation. Et on a eu droit à une poursuite dangereuse par un hélicoptère. S'il ne s'identifie pas immédiatement, un autre avion décollera pour l'intercepter et le forcer à quitter l'espace interdit. Ou il sera abattu. La question posée est judicieuse. Est-il possible que les mesures de sécurité aillent trop loin? Et que se passerait-il si l'un des deux côtés franchissait la ligne? Est-il possible que l'obsession des ovnis ait poussé tout le monde sur une fausse piste? Bien avant qu'il y ait une quelconque base dans les environs de Groom Lake, ce qu'on appelle la zone 51 n'était pas plus qu'un bout de désert réservé aux essais nucléaires. Il est possible que les gardiens de la zone 51 veuillent seulement protéger les gens des radiations résiduelles émanant du champ d'essai. Mais cet avis n'est pas partagé par Norio Hayakawa. Il a pu découvrir en personne les mesures de sécurité agressives déployées dans cette zone. En 1991, j'étais à la tête d'une équipe de chercheurs du sud de la Californie. Et avec plusieurs journalistes, on s'est rendu dans la zone. Alors qu'on venait d'apercevoir ce qui ressemblait à une sorte d'essai de vol ou de manœuvre de ces engins en plein air, nous avons été pris en chasse par un hélicoptère militaire noir. Je me trouvais en tête d'une caravane de 7 voitures sur ce chemin de terre qui conduit à l'extérieur du périmètre de la zone 51. Et soudain, un hélicoptère militaire noir sans aucun insigne est sorti de nulle part et a plongé droit sur nos voitures. Il a dû passer à pas plus de 3 ou 4 mètres au-dessus de nos véhicules.
pourtant, si Norio Hayakawa et les gens qui l'accompagnaient avaient réellement pénétré dans un domaine militaire, n'auraient-ils pas été sommés, voire même arrêtés? Nous n'avons à aucun moment pénétré dans le domaine militaire. Nous nous trouvions à une bonne distance du domaine militaire. Nous étions dans un domaine public. Nous avions le droit de nous trouver sur un terrain de propriété publique. Pourtant, nous avons été traqués par cet hélicoptère. Ils ont mis nos vies en danger. Quoi qu'il se passe dans la zone 51, il est peu probable qu'on en écarte les gens pour les protéger des risques d'accidents ou des radiations atomiques. Le dispositif de sécurité vise plutôt à protéger ceux qui se trouvent à l'intérieur du complexe. Ils sont prêts à déployer tous les moyens nécessaires pour éloigner les curieux de cette zone, et même des abords du périmètre. S'il est vrai que les forces de sécurité de la zone 51 sont prêts à prendre en chasse des civils en territoire public à plus de 15 km du site, n'ont-ils pas oublié que cette base secrète est probablement encore mieux visible à partir du ciel? Ne suffirait-il pas, en effet, de survoler le complexe à basse altitude pour voir exactement ce qui s'y passe? L'ex-colonel de l'US Air Force, Wendell Stevens, n'est pas convaincu. L'espace aérien y est hautement restreint. Si un pilote se trouvait par erreur dans une des zones interdites, on lui demanderait immédiatement par radio de dégager. S'il persiste à survoler la zone interdite, on le sommerait de quitter l'espace et on le radioguidera vers l'issue la plus proche. S'il tarde à répondre, un autre avion décollerait pour le forcer à quitter la zone ou bien il serait abattu. Les pilotes en manœuvre d'entraînement sont interdits de vol dans cet espace aérien. Une violation entraînerait la fin de leur carrière. Même un pilote de l'aviation civile peut perdre sa licence s'il survole la zone de Groom Lake. Il y a plus de 40 ans que ce site sert aux essais dans le cadre des projets noirs. Autrement dit, les secrets militaires les mieux gardés du monde, et c'est là qu'ils se trouvent. Le site est parfait pour ça. Il est entouré de montagnes, en plein milieu de nulle part, et juste à côté d'un terrain d'essai nucléaire. On m'a informé que la base est équipée de missiles solaires, dans le cas où des avions intrus survoleraient la zone. Il y a aussi des détecteurs de mouvement enfouis dans le sol, et des appareils capables de déceler l'odeur d'ammoniac dégagée par l'épiderme humain. Il y a aussi des caméras de surveillance qui épient le moindre mouvement aux abords de la base. Vous voyez, c'est un site extrêmement bien protégé. Évidemment, ce genre de mesures de sécurité sont habituelles pour des installations militaires ultra secrètes. Peut-être teste-t-il la prochaine génération d'armements de pointe, des rayons à particules de haute puissance, ou peut-être des armes spatiales, ou faut-il chercher ailleurs? A-t-on la moindre preuve qui confirmerait le témoignage de Bob Lazar? La source d'énergie qui permet aux vaisseaux extraterrestres de se déplacer dans le cosmos serait-elle entre les mains du gouvernement? Nous sommes très nombreux à avoir consacré énormément de temps et d'énergie à la recherche sur la zone 51. Mais je ne doute pas un instant qu'ils soient en train de développer un nouveau type de technologie. Nous avons pu apercevoir des engins survoler la zone 51 au-dessus du massif de Groom. Et ces engins ressemblaient étrangement à ce qu'on appelle communément des soucoupes volantes. Un nombre sans cesse croissant de scientifiques spécialisés dans le domaine des ovnis affirment que les projets secrets menés par le gouvernement à Groom Lake sont d'une manière ou d'une autre liés à une technologie venue d'une autre planète. Que ces affirmations soient vraies ou fausses, une chose reste sûre. Les témoins ont vu des engins volants survoler Groom Lake, engins dont l'aspect ne semble pas avoir été conçu par des humains. S'agissait-il en fait d'ovnis survolant la zone 51? Et que dire des photographies, des enregistrements vidéo et ces lumières étranges dans le ciel? Dispose-t-on de témoignages faibles qui confirmeraient la présence de vaisseaux, voire d'êtres extraterrestres dans la zone 51? Le récit de Bob Lazar ne marque ni le début ni la fin de la saga de la zone 51. Un certain nombre de personnes avaient déjà vu des ovnis dans le désert du Nevada, bien avant la naissance de Bob Lazar. Mais l'histoire a intéressé tout le monde à partir du moment où George Knapp a été interviewé par une des télévisions de Las Vegas. C'est ce qui a mobilisé le public ici.
Avant cette série d'interviews, la zone 51 n'était qu'une référence dans les anciennes cartes militaires, une zone d'essai nucléaire menée, bien sûr, dans l'intérêt de la sécurité nationale. Mais l'année 1955 a marqué un tournant. Cette année-là, la société Lockheed cherchait désespérément une base d'essai pour tester son nouvel avion espion, le U-2. Ils ont placé tous leurs espoirs dans leur chef d'escadron d'essai, Tony Levier, et ont trouvé un endroit isolé, disposant d'une très longue piste de décollage. Et c'est ainsi que la zone 51 est devenue la base d'essai aérien la plus secrète des États-Unis. Mais que se passait-il d'autre dans cette base? D'après la déclaration officielle du gouvernement des États-Unis, je cite, « Ni l'US Air Force, ni le département de la Défense n'opèrent ni ne possèdent d'installation sous le nom de Zone 51. » À proprement parler, c'est vrai. Et même si cette base a été construite par la CIA et est utilisée exclusivement dans le cadre de projets gouvernementaux, elle est exploitée par une société privée. Sa sécurité est assurée par Wackenhut, une entreprise privée. Durant plus de 30 ans, à part une poignée de propriétaires, les gens ignoraient l'existence de Rachel, Nevada et du site de Groom Lake. Mais d'autres événements ont contribué à donner une crédibilité au récit de Bob Lazar. L'agent Guy Hottel de la FBI en 1950 indique qu'il savait que 3 soucoupes volantes avaient été récupérées dans le désert du Nouveau-Mexique. Les engins extraterrestres sur lesquels Lazar avait travaillé provenaient bien de quelque part. C'est ainsi que bien avant l'existence du complexe de la zone 51, les germes de l'un des mystères les plus troublants de la nation avaient déjà été semés. Aujourd'hui, des centaines de passionnés d'OVNI se rendent régulièrement dans le désert du Nevada, en traversant un territoire public pour atteindre les hauteurs du Whiteside ou de Freedom Ridge, dans l'espoir d'entrevoir un engin volant qu'ils croient être capturé d'un autre monde. Lors de l'une de nos expéditions à la zone 51, l'un de nos membres affiliés a réussi à filmer des images plutôt remarquables de ce qui a tout l'aspect d'un engin en forme de soucoupe survolant Groom Lake. Cet engin ne se comportait pas comme les avions conventionnels que j'ai pu voir. Il n'émettait pas le moindre bruit. Mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, c'est qu'à d'autres occasions, nous avons pu voir les manœuvres en zigzag exécutées par ce type d'engin. Et parfois même avec des virages à 75 degrés, suivis d'ascensions et de descentes soudaines. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète, tombé entre les mains des hommes? Selon une version assez cohérente d'un grand nombre d'employés, un vaisseau aurait été transporté ici en 1953 et plusieurs extraterrestres vivants auraient été amenés presque en même temps. Cela fait des années que les Russes photographient la zone 51. Staline portait un grand intérêt aux ovnis et il voulait en savoir plus sur ce qui se passait à Roswell. Ils ont conclu que les événements de Roswell avaient bien eu lieu, que quelque chose s'y était écrasé, que ce n'était pas un ballon météorologique ni un objet terrien. Ils ne savaient pas exactement d'où ils venaient, mais ils savaient qu'ils étaient ni à eux ni à nous et qu'il fallait à tout prix l'étudier. Bien entendu, sans preuve, ces affirmations restent du domaine de l'ouï-dire et des rumeurs. Mais existe-t-il de telles preuves? Toutes les histoires qui planent autour de cet endroit restent un mystère, tant pour les employés que pour nous tous. Peut-on retracer l'origine de toutes ces histoires d'ovnis capturés? Et comment ces engins sont-ils arrivés à la zone 51? Ce ne sont pas les responsables de la zone 51 qui vont admettre quoi que ce soit. Une action fédérale en justice visait à savoir le nom de la base, mais ils se sont battus et maintenant ils sont exemptés d'en révéler le nom. Lorsqu'on travaille dans une zone secrète comme la zone 51, le travail qu'on fait est fortement compartimenté. On est amené en jet depuis Las Vegas, les hublots obstrués. À Groom Lake, on s'embarque dans des bus sans fenêtres qui nous conduisent directement sur les lieux de travail. On ne voit que le hangar et les quelques bâtiments dans lesquels on travaille. C'est une dichotomie intéressante. Les Russes peuvent survoler et prendre des photos. Nous avons signé un traité d'accès aérien ouvert qui permet à des dizaines de pays de survoler et de prendre des photos, mais nous, qui payons les factures pour le maintien du site, ne sommes pas au courant.
En 1988, un satellite russe a pris une photo sensationnelle au-dessus de la zone 51. Si vous regardez l'objet mis en évidence en bout de piste, il est positionné comme s'il était sur le point de prendre son envol. Récemment, de nouvelles photos de la zone 51 ont été diffusées sur Internet, ce qui révèle peut-être du fait que, malgré les démentis du gouvernement, le public exige une explication au mystère planant sur la zone. Cette année, il y a eu de nouvelles photos de la zone 51. Les premières provenaient d'un satellite espion russe capable de détecter des objets de moins de 2 mètres. Les autres, d'un satellite commercial américain capable d'apercevoir des objets de moins d'1 mètre. Ces informations nous apportent des précisions sur les activités menées dans la zone 51, une base dont le gouvernement des États-Unis persiste à démentir l'existence. La précision et la qualité de ces photos satellites sont remarquables, mais elles ne font que soulever davantage de questions sur les activités. Une chose qu'on remarque, c'est l'absence de personnel sur le terrain. S'il s'y passe réellement quelque chose, il reste à savoir où exactement. Jusqu'ici, Bob Lazar restait le seul témoin à avoir donné des précisions sur le travail mené sur des technologies extraterrestres dans la zone 51. Toutefois, dans une interview exclusive pour Secrets et Mystères du Monde, cet homme, David Adair, un expert de renom mondial dans le domaine des technologies de l'espace, a accepté de faire des déclarations publiques sur sa propre expérience dans la zone 51. J'ai construit une première fusée à 17 ans, après de nombreuses tentatives pour y parvenir. Elle faisait environ 3 mètres de haut et elle pesait environ 1 tonne. La conception du réacteur était en quelque sorte unique. Il s'agissait d'un réacteur EMFC, soit un réacteur basé sur le principe du confinement de la fusion électromagnétique. On a eu le soutien de tout le monde. Avec l'aide du Congrès et celle de l'armée, une fois l'engin prêt, on l'a transporté à la base aérienne de Wright-Patterson et puis jusqu'à White Sands, au Nouveau-Mexique. Le 20 juin 1971, on a procédé au lancement. La fusée était extrêmement rapide. Elle a décollé de l'endroit prévu et Arthur Rudolph m'a transmis les coordonnées par radio pour la faire atterrir à Groom Lake, au Nevada. La fusée a atterri grâce au parachute qui était attaché et nous avons pris l'avion de White Sands à Groom Lake. À notre arrivée, on a pu constater 2 pistes d'envol de plus de 3000 mètres chacune, ce qui est une base aérienne importante. Une fois au sol, quand nous sommes arrivés au hangar central, nous nous sommes arrêtés et tout à coup, le sol tout entier s'est affaissé sous nos pieds. En fait, nous étions sur un ascenseur géant. On est descendu à environ 60 mètres sous terre et lorsque nous sommes enfin sortis, on a vu qu'on se trouvait dans une installation gigantesque, surmontée d'une sorte de toit en cascade comme un arc-en-ciel. Et puis les murs ont glissé et on a alors aperçu d'énormes espaces de travail et des bureaux. On est passé à côté d'une rangée d'ateliers et dans un couloir d'accès de marchandises, là, on s'est arrêté devant un hangar sur notre gauche. Et ils sont descendus. Puis cet homme a ouvert des portes coulissantes. Nous sommes entrés dans cette pièce avec des lumières partout et c'était frappant car il n'y avait aucune ombre. Un peu comme dans un atelier de peinture. Et il y avait quelque chose sur une énorme table qui était recouvert. Ils ont appuyé sur un bouton et des câbles ont soulevé l'énorme couverture. Quelle surprise, c'était un réacteur EMFC, mais celui-ci avait la taille d'un autobus. Mon réacteur et celui-ci fonctionnaient selon les mêmes principes, mais le mien, c'était l'équivalent d'une 2 chevaux, alors que celui-ci, c'était une Ferrari. C'était incroyablement sophistiqué. Il était clair que ce réacteur n'aurait pas pu être fabriqué à notre niveau d'avancement technologique. Cet engin était énorme, et pourtant, il n'y avait pas le moindre câble, pas de vis, pas de rivet, aucun boulon, aucune soudure, aucun raccord, rien. Comme si l'engin entier était fait d'une seule pièce. Quand on touchait le réacteur, c'était encore plus étonnant. Où que vous le touchiez, votre peau créait des tourbillons fort jolis qui partaient de l'endroit du contact et traversaient la coque de métal. L'onde se propageait sur 2 mètres de rayon dans toutes les directions. C'était vraiment intéressant, c'était sensible au toucher. C'était trop pour moi.
Ce réacteur ne pouvait pas leur appartenir. C'était impossible, en raison de sa conception. Nous n'avions pas la technologie requise, ni à cette époque, ni même aujourd'hui. Alors je me suis énervé, et eux aussi. Ils m'ont ordonné de redescendre. Je commence à descendre, mais cette fois, lorsque je touche la paroi du réacteur, les tourbillons bleus et blancs deviennent rouges flamboyants. Ils sont orange et rouge traversant la coque. J'étais si surpris de voir que je m'arrête. Et à mesure que je retrouve mon calme, les couleurs retournent au bleu et au blanc. Et c'est là que j'ai réalisé que ce réacteur était vivant. Il ne réagit pas aux radiations thermiques, mais plutôt aux ondes. Il s'agit en fait d'un réacteur symbiotique. Autrement dit, il est capable de communiquer avec les occupants de l'aéronef. Ils avaient des engins volants ressemblant à des soucoupes qui se sont écrasés au sol. Ils ne comprenaient pas ce qui les faisait fonctionner. Ils se servent en fait d'êtres humains par la voie de la télépathie. Un peu comme dans le cas du projet de Remote Viewing. Ils peuvent, en connexion avec la zone 51, déterminer comment ces appareils étaient commandés par la pensée. Si vous doutez, je vais vous parler de développement récent. À l'université de Princeton, au laboratoire de recherche Pear Labs, le professeur Robert Jahn travaille en ce moment même sur le nouvel avion de combat X-29 et plus particulièrement sur un module de transmission par lequel le pilote, dans son casque, est connecté au cerveau-commande de l'avion au moyen d'électrodes reliées à son crâne, et ce sont ses pensées qui font réagir l'avion. Une véritable relation symbiotique entre le pilote et l'avion. C'est quand je suis redescendu du réacteur et que je l'ai regardé que je me suis vraiment rendu compte qu'il était d'origine extraterrestre. Cette conception n'avait rien à voir avec notre technologie. J'ai compris que cet engin était en fait la preuve que tout le monde cherche, et ça m'enrageait qu'ils cachent cette information du public, car ils n'ont aucun droit de faire ça. Cet épisode s'est terminé lorsque David fut écroué jusqu'à l'arrivée du général Curtis LeMay, à l'époque commandant de la division stratégique de l'armée de l'air, qui l'a escorté jusque chez lui. Oui, LeMay est revenu me chercher. Il m'a fait comprendre qu'il n'en avait pas terminé avec moi. Il m'a assuré qu'il me couvrirait, mais qu'il reviendrait dans ma vie tôt ou tard. Et le général avait raison. À peine s'était-il diplômé, David Adair reçut sa convocation au service militaire pour 8 années au service de la marine de guerre des États-Unis. Mais le jeune spécialiste en fusée reste parmi les seuls à avoir vu et touché ce qu'il considère encore comme étant un réacteur symbiotique, voire même biologique, d'origine extraterrestre. Et si les mystérieux engins volants vus dans le ciel de la zone 51 n'avaient pas été récupérés à la suite d'accidents d'OVNI, notre gouvernement aurait-il pu collaborer en secret avec une autre civilisation? Existe-t-il des relations d'amitié entre nous et des êtres venus d'un autre système? Juste au cas où vous auriez encore des doutes, si la base secrète, la plus connue des États-Unis, reste au-dessus de la loi et bien impliquée dans des projets secrets, une résolution présidentielle datée du 25 septembre 1998 devrait suffire à rassurer tout le monde. Dans ce document, le président Clinton exemptait les forces de l'armée de l'air, opérant à proximité, de toutes les législations portant sur les déchets dangereux ou solides, tant à l'échelon fédéral, de l'État qu'interétatique, et qui supposerait la divulgation de renseignements classés secrets et dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale. Mais de qui doit-on protéger la nation? Personne ne met en cause les déclarations de Robert Lazar sur son travail sur un modèle grandeur nature de ce vaisseau extraterrestre. Il s'agit de l'information la plus importante des 100 dernières années. Et d'après David Adair, un réacteur encore plus grand et avec des proportions et une puissance énorme serait également entre les mains du gouvernement des États-Unis depuis plus de 30 ans. Mais que peut-on déduire de la description d'une technologie d'origine extraterrestre? Comment est-elle arrivée aux mains des hommes? D'après Robert Lazar, il aurait eu accès à des renseignements qui pourraient constituer une preuve irréfutable de l'existence de vie intelligente sur d'autres planètes. Dans l'interview filmée de Lazar, il affirme qu'on lui a montré des documents officiels lorsqu'il se trouvait dans la base top secret S4, disant noir sur blanc que les êtres qui nous ont transmis les secrets sur la soucoupe volante provenaient du système stellaire Zeta Reticuli,
situé à quelques 35 années-lumière de la Terre. Ces êtres feraient entre 1 mètre et 1,50 m et pèseraient entre 12 et 25 kilos. Une peau grisâtre et un grand crâne avec des yeux panoramiques en forme d'amande. Ils seraient en mission sur la Terre depuis longtemps et ont présenté des photographies qui dateraient d'il y a plus de 10 000 ans. Des échanges de matériel et d'informations ont eu lieu dans le Nevada jusqu'en 1979, lorsqu'un conflit mit fin au programme de façon soudaine. Rares sont ceux qui ont fait le lien à l'époque, mais l'identification faite par Lazar du système Zeta Reticuli vient appuyer un récit fascinant, raconté il y a 20 ans par Betty Hill, l'une des premières à avoir été enlevée par un ovni. Lorsque Betty était à bord du vaisseau, elle a eu la présence d'esprit de jeter un bon coup d'œil et de poser des questions. Et elle a vu afficher ce qui ressemblait à une carte de la galaxie. Elle a demandé au présumé leader du groupe ce que cela représentait. Et il a répondu, « Bien, voyez, ceci représente notre secteur de l'univers. » Et ça, Betty s'en souvient clairement. Il semblerait que cela soit gravé dans son subconscient, ce qui lui a par la suite permis de retracer un schéma de ce qu'elle avait vu sur la carte dans le vaisseau. Personne ne savait ce que cela représentait, excepté une jeune astronome très brillante, Marjorie Fish. Elle l'a regardé et elle a dit « Je pense que je peux déchiffrer quelque chose. » Et, au bout de 6 années de recherche, Marjorie a reconstitué ce qu'elle pensait être la carte dont Betty avait le souvenir. Se trouvaient ici plusieurs systèmes stellaires qui n'ont été découverts que vers la fin des années 60. Les découvertes ultérieures ont alors rendu la carte interprétée par Fish valable. Le système stellaire, d'où le commandant du vaisseau a dit à Betty qu'il provenait, est appelé Zeta Reticuli. Betty Hill aurait-elle pu inventer tout ça? Et Bob Lazar aurait-il tiré ce nom d'un chapeau de magicien? Ou sommes-nous enfin en présence de preuves irréfutables de la venue d'extraterrestres sur Terre, voire d'enlèvements liés à la zone 51? Betty et Barney n'ont pas menti, car dans les années suivantes, leur récit n'a constitué qu'une partie infime de la vaste quantité de preuves confirmant que ces événements sont réels. Mais alors est-il possible que le gouvernement ait conclu une sorte de contrat avec les extraterrestres? Une telle hypothèse est-elle envisageable? Il est possible que nos gouvernements arrivent à une entente avec un autre monde. En contrepartie de la technologie de pointe que nous avons acquise en si peu de temps, nous leur avons peut-être donné autre chose, comme la possibilité d'aller et venir et de se servir de notre Terre comme relais vers d'autres planètes. Ils sont peut-être en quête de ressources, d'eau ou de minéraux de notre planète, ou peut-être même qu'ils veulent se servir de nous comme ressources. Les théories et les possibilités laissent perplexes. Notre gouvernement agissant avec des forces extraterrestres, des enlèvements, des réacteurs, tout ça caché dans le sable du désert dans la zone 51. S'agit-il en fait du secret que le gouvernement est si anxieux de protéger à Groom Lake? Y a-t-il la moindre possibilité que la zone 51 soit utilisée comme une sorte de port spatial accueillant des vaisseaux, un échange de technologies nouvelles? La zone 51 peut facilement faire office de port spatial. Toute installation protégée de cette façon est entourée d'un périmètre de sécurité pour éloigner le public. Et dans un endroit aussi isolé que le désert, on pourrait y aller et venir sans difficulté, particulièrement si on a un vaisseau invisible sur les radars. Et peut-être même qu'il serait invisible à l'œil nu. Lazar affirme qu'il a vu comment opérer le système d'alimentation du vaisseau et qui utilise une quantité énorme d'énergie uniquement obtenue à base d'antimatière. Et selon Lazar, une seule arme basée sur l'équilibre matière-antimatière pourrait facilement détruire toutes les civilisations terriennes. Il affirme que le fait d'utiliser cette source d'alimentation rend ce vaisseau indétectable. Cette soucoupe ne peut être aperçue de nulle part. Elle est d'ailleurs parfaitement invisible. Tout ce que vous verriez, c'est le ciel qui l'entoure. Ces affirmations sont fantastiques et Bob Lazar a été accusé d'en avoir inventé une partie. Existe-t-il la moindre raison de croire ce qu'il dit? J'ai constaté en l'écoutant parler que Bob Lazar est parmi les scientifiques qui s'expriment le mieux dans le monde de la physique. J'ai pu voir des gens en train de travailler là en bas. Il est évident qu'il en fallait pour ces projets et on devrait écouter de plus près ce qu'il dit et l'analyser vraiment.
Supposons un instant que toute l'histoire est véridique. Quel dessein le gouvernement pourrait-il avoir à l'égard de toute cette technologie? Norio Hayakawa n'est pas d'avis que ces technologies de pointe serviront à améliorer le sort de l'humanité. Vous pouvez être sûr et certain que cette technologie finira tôt ou tard par être utilisée à des fins militaires. Il pourrait s'en servir pour un conflit d'une échelle sans précédent, un type de guerre que nous n'avons jamais vu. Norio Hayakawa n'est pas convaincu que ces découvertes technologiques serviront au bien de l'humanité. Voici des photos d'une installation secrète opérée par la Lockheed Corporation en Californie. Il y a plusieurs bases aériennes secrètes dans le sud de la Californie où ils sont en train de tester des composantes pour essayer de reproduire certains de ces objets. Et ce qui est étrange par rapport à cette installation, c'est qu'on ne voit jamais d'appareil sur le tarmac, absolument aucune sorte d'avion. Lorsque le site était en construction, les gens de la région ont pu voir des files interminables de camions à ciment, pratiquement 24 heures sur 24, sans interruption, parfois durant plusieurs semaines, sans arrêt, ce qui indique que la construction d'un complexe souterrain de grande envergure était en cours. J'ai eu de la chance de pouvoir interviewer des personnes qui ont participé à la construction de la base souterraine de la zone 51. Il y a toutes sortes de laboratoires de recherche là-dessous et la surface a été traitée pour ressembler au désert. D'après Hayakawa, la sécurité autour de cette base est tout aussi stricte que celle autour de la zone 51 et que la véritable dimension de ces deux sites dépasse l'entendement. Même si un projet de ces proportions était vraiment en cours dans le sous-sol de la Californie et du Nevada, doit-on en déduire que la nouvelle technologie est développée à des fins hostiles? En toute honnêteté, cela ne me surprendrait pas que des personnes soient kidnappées et conduites à ces installations souterraines des États-Unis. Et si ce n'était pas le cas, nous serions encore en présence d'une affaire criminelle qui constitue une violation totale de notre système constitutionnel. Ces récits peuvent-ils être vrais? Des personnes enlevées par des ovnis et emmenées à la zone 51? Existe-t-il la moindre preuve qui soutienne ces allégations? Dans la vidéo, Robert Lazar affirme que l'installation S4, située à proximité de la zone 51, est cachée dans une montagne avec 9 portes de hangars, conçues pour se fondre dans l'environnement. Ce qui est incroyable, c'est que cette version correspond au témoignage de personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres à bord d'ovnis et emmenées à une base souterraine mystérieuse. Les otages ont été amenés dans des endroits qu'ils ont assuré être des installations souterraines. Plusieurs otages ont aussi affirmé que leurs ravisseurs avaient l'aspect de personnel militaire américain. Et puis, il y a aussi ceux qui sont convaincus que l'armée développe cette technologie pour défendre l'humanité contre une invasion extraterrestre. Je ne crois pas que le gouvernement ou l'armée ait quoi que ce soit à craindre de la part de qui que ce soit sur cette planète. La véritable menace vient de quelque part en dehors de ce monde. D'autres sont d'avis que le gouvernement cherche uniquement à se protéger lui-même. Ils se sont mis à infiltrer les organisations de recherche sur les ovnis. Ils ont commencé à espionner les chercheurs. Ils ont diffusé de fausses informations pour brouiller les pistes. Ils ont activement encouragé une politique visant à couvrir de ridicule toute personne affirmant avoir vu des ovnis. Mais les gens qui voient des ovnis ne sont pas fous du tout. C'est juste le prisme par lequel on voit ces nouvelles à l'heure actuelle. Le gouvernement a fait un excellent travail de brouillage des pistes. Tous ces témoignages d'objets volants au-dessus de la zone 51 sont faciles à expliquer. Ils voient des objets volants dans le ciel, c'est un fait. La recherche continue et ils pilotent tout depuis l'ingénierie inversée jusqu'aux appareils extraterrestres qui vont et viennent. Ces gens ne sont pas fous. Ils voient vraiment des trucs volés. C'est une installation souterraine militaire aux dimensions énormes. Certains de mes amis qui ont visité les lieux disent que c'est réellement un bâtiment de 40 étages sous terre. Énorme. Si les ovnis existent bien,
Le gouvernement a sûrement de bonnes raisons d'éviter la panique et pour que la société ne réagisse pas de façon excessive face à cette situation. Probablement, le gouvernement est-il au courant de l'existence des ovnis depuis les années 40 et 50. Durant cette période, il y avait une grande hystérie anticommuniste à propos des affaires du monde. En introduisant la notion d'ovni, on aurait risqué une hystérie de masse. Et ce sont alors les fondements même de notre société qui auraient été ébranlés. Ils essayent de dissimuler ces événements. Ils traitent le public comme s'il ne méritait pas la moindre attention. Ils ont des appareils dans des caisses qui pourraient servir au bien de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent aux façons d'utiliser ces technologies pour fabriquer une arme. Mais s'ils tiennent réellement à évoluer, ils devraient commencer par partager cette information afin que tout le monde puisse participer à son amélioration et à son application. Bob Lazar est absolument ferme dans ses propos. Lors d'une interview récente, il aurait affirmé: Je suis absolument certain de ce que j'ai vu. Je sais où en est la science traditionnelle et la physique. Et j'affirme qu'il s'agit d'un appareil extraterrestre. Cette technologie a des centaines et des centaines d'années d'avance sur la nôtre. Un point, c'est tout. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pu le voir de leurs yeux, la question reste: existe-t-il des preuves irréfutables qu'une technologie venue d'ailleurs est en train d'être testée et utilisée dans la zone 51? Est-il possible qu'enfoui dans le sous-sol du désert, au-delà du cordon de sécurité le plus efficace de l'histoire, il existe une preuve de l'existence d'une vie dans d'autres mondes? Si cette preuve y existe, elle soulève une autre question encore plus cruciale. Le monde pourrait-il devenir un monde meilleur si cette incroyable information était divulguée et si l'inconnu devenait l'inimaginable?